Les capacités extrasensorielles, l'hypnose, les connaissances cachées, la persuasion sont aujourd'hui sur le devant de la scène, tant au spectacle que dans l'entreprise, avec le soft skill, l'aptitude psychologique de certains au-delà du diplôme, une aptitude qui fait appel au pouvoir sensoriel de notre cerveau. Taha Mansour, bonjour. Bonjour. Votre spectacle L'effet papillon à la Comédie Saint-Michel est un franc succès. Vous vous situez vous-même entre l'influence et l'intuition en prônant un minimalisme poétique qui laisse toute la place à l'acte mentaliste. Alors, merci Taha d'être l'invité de notre podcast. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un ciel superbe ? Alors merci déjà de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Un ciel superbe, la manière dont je le vois, c'est des gens qui partagent quelque chose avec énormément de bienveillance. Ouais, je dirais ça, je pense. Il y a deux choses qui me tiennent à cœur, et lorsque j'imagine un ciel superbe, j'imagine une espèce d'ouverture, et donc une ouverture qui peut partir dans deux directions, une bienveillance pour les personnes, et une recherche du mystérieux, qui est un peu aussi le thème du spectacle. La raison pour laquelle je dis ces deux-là, c'est que je me rends compte que dans la société moderne, et surtout aujourd'hui, on commence à perdre ces deux sentiments-là. Cette bienveillance envers les autres, les différents, entre guillemets, les personnes qui pensent différemment que nous, etc. Et la recherche du mystère, où on est tellement dans un tunnel de notre travail, de notre famille, etc., qu'on a du mal à prendre du recul sur la vie. Et regarder juste autour de nous les espèces de petites choses mystérieuses qui nous arrivent et qui rendent la vie belle. Alors, toutes les études le prouvent en plus, être bienveillant fait du bien. Absolument. Il y a quelque chose qui permet peut-être d'avoir une meilleure estime de soi, qui permet d'avoir le sentiment de l'essentiel dans la vie. Et pourtant, c'est si difficile, comme vous le dites, la société n'est pas fondée sur la bienveillance. Comment l'expliquez-vous ? La manière dont je le vois, c'est une manière purement sociologique et psychologique basée sur les biais cognitifs. Alors, les biais sont totalement positifs. Je tiens à préciser là-dessus parce qu'on lit souvent dans les journaux qu'il a subi un biais ou il était biaisé, un peu comme avec une connotation négative. Au contraire, les biais, c'est tout simplement les fonctionnements de notre cerveau, les raccourcis que notre cerveau prend pour nous simplifier notre vie. Et heureusement qu'on a ces biais-là. Un des biais, par exemple, c'est l'attention sélective. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde une image, on ne mémorise pas tout. Heureusement qu'on ne le fait pas, sinon on déborderait d'informations. Et donc, ces biais-là ont été construits avec l'évolution, juste finalement pour nous donner une survie. C'est la survie de l'espèce. Absolument, la survie de l'espèce et la survie de l'individu. Et dans une société moderne, en fait, la bienveillance ne fait pas partie de ces biais-là. La raison pour laquelle c'est que, juste d'un point de vue survie, il vaut mieux se méfier de tout plutôt que d'aimer tout. Voilà. Oui, c'est ça, c'est les comportements de prédation qui Absolument. empêchent de se lever le matin et d'oublier de fermer sa porte c'est ça, à clé. C'est exactement ça. Et en fait, cette espèce de petite peur, surtout aujourd'hui énormément boostée par les médias, qui justement misent sur cette création de peur, sur ces petits événements où les gens ils se disent « Oh là là, ça va se passer à moi aussi ». C'est ça qui crée en fait ce manque de bienveillance, c'est qu'on reste dans notre zone de confort de ces biais-là et on n'essaye pas de rechercher l'autre à cause de toutes ces croyances qui ont été développées entre guillemets par la société, par la peur, parce qu'il vaut beaucoup mieux, disons, une histoire sensationnelle. Ça serait plus un tel s'est fait voler 4 000 € parce qu'il a laissé sa porte ouverte, plutôt que 10 000 tels ont laissé leur porte ouverte et rien ne leur est arrivé. Voilà. Alors, le mot mentalisme, je me suis renseigné, il apparaît pour la première fois en 1760 et cette aptitude a longtemps été cachée, taxée de sorcière, de maléfique. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de venir d'une dynastie de sorciers ? Ah non, absolument pas. Je viens d'un milieu scientifique de base et donc j'ai une approche très cartésienne, disons, au mentalisme. Vous n'avez pas été brûlé au Moyen-Âge ? Non, en tout cas, si c'était le cas, je n'aurais pas le droit de le dire maintenant. Et vous le sauriez ? Peut-être. À vrai dire, je ne peux pas savoir. Ça peut toujours être marrant de s'imaginer ce genre d'histoire, mais de mon point de vue, en tout cas aujourd'hui, non, je ne pense pas. Quel regard vous portez sur les gens qui justement usaient de la sorcellerie à l'époque et avaient des pouvoirs qu'ils développaient et des gens qui ont été souvent condamnés par la société ?
C'est assez intéressant, je me suis un peu intéressé sur l'histoire de la magie et de la sorcellerie. Et en fait, on se rend compte que les premières formes de magie datent même très avant, à l'époque de l'Égypte antique, et en fait étaient utilisées par, disons, les pharaons et les conseillers pour contrôler le peuple. Finalement, disons, les trucages que l'on utilise aujourd'hui, qui sont purement utilisés comme forme de divertissement, créer une forme de pouvoir psychologique sur les gens, puisque prétendre avoir un pouvoir au-dessus, créer de la soumission. Et donc, à travers les années, ce pouvoir-là était utilisé pour dominer les gens. Et je pense que c'est pour ça que justement autour du 18e, 19e siècle, toutes les personnes qui, entre guillemets, prétendaient avoir ce pouvoir-là, étaient brûlées parce qu'il y avait une espèce de contrebalance de ce pouvoir-là. Après, malheureusement, c'était aussi très souvent une excuse pour brûler les personnes qui étaient contre les régimes politiques, qui étaient souvent des femmes Contre aussi. l'Église. Contre l'Église aussi, voilà, ce genre de truc. Donc, Enfin, contre l'Église, qui était accusée justement d'hérésie. Oui. Parce qu'elle dérogeait à la règle, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'elle changeait, et même si elle n'avait jamais fait quoi que ce soit de magique à proprement dit, c'était une excuse qui était utilisée. Donc, ça a beaucoup évolué, c'était très souvent une excuse, mais c'est assez intéressant le pouvoir que l'on peut avoir avec ce genre d'aptitude, entre guillemets. Vous êtes senti, vous, en danger? Alors, en danger, on s'entend, hein, pas en danger de mort, j'espère, mais dans un groupe, par exemple, le fait qu'on vous en veuille quelque part, bon, voilà, de dire que vous êtes mentaliste, que vous utilisez des pouvoirs ultrasensoriels. Non, je me suis jamais senti en danger. La raison pour laquelle c'est que je me rappelle toujours de la manière dont je l'ai appris. En fait, pour moi, le mentalisme, ça s'apprend. C'est certes, il y a une part de talent derrière, peut-être une empathie, etc. Mais après, j'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup de techniques psychologiques, j'ai travaillé la communication, j'ai travaillé énormément. J'avais commencé avec la magie aussi. Et en fait, c'est toutes ces aptitudes-là et des années de travail qui m'ont permis de perfectionner ça. Et donc, je le vois comme un art, comme n'importe quelle forme d'art. Finalement, un peintre, je ne pense pas qu'il se sentirait mal juste parce qu'il dirait qu'il est peintre et qu'il fait ça depuis 20 ans dans un groupe, finalement. Mais vous dites quand même, hein, au début de votre spectacle à la Comédie Saint-Michel, L'Effet Papillon, vous dites attention, c'est comme une mise en garde que vous faites au public, ce n'est pas de la magie. Oui. Vous voulez les prévenir au départ, hein, vous voulez nous dire C'est ça. qu'il ne s'agit pas de nous leurrer et de penser que vous êtes un sorcier. Oui, absolument. Une des raisons que je fais ça, et c'est aussi quelque chose que je redis à un autre moment dans le spectacle, notamment une partie où je simule une séance de voyance. Et cette partie-là me tient particulièrement à cœur. Mon but n'est pas de questionner les croyances des gens. Je respecte toute forme de croyance, mais je remarque quelque chose qui est que notamment la voyance et les personnes qui usent et abusent de ce pouvoir-là, ça existe de plus en plus aujourd'hui. Et il y a énormément de personnes qui tombent dans finalement l'addiction à la voyance. Je connais énormément de gens proches de moi qui régulièrement, avant de faire quoi que ce soit comme choix, vont consulter leur voyant pour savoir s'ils vont partir en vacances au Seychelles ou en Chine. Enfin, du coup, je trouve ça totalement aberrant et ça crée de la dépendance. Donc mon but avec cette mise en garde, c'est de dire ce que je vous partage, c'est du divertissement, c'est de l'émerveillement finalement, mais sachez que juste avec du travail, voilà ce que l'on peut faire. Ouais, c'est ça. Donc à vous de tirer vos propres conclusions. Donc c'est la différence avec le charlatanisme, c'est ça? Absolument, oui, c'est ça. Hein, c'est ce don comme ça que certains auraient sans travailler. Ça, vous n'y croyez pas? Pour l'instant, oui, je n'y crois pas, mais je garde un esprit ouvert. Mais tout ce que j'ai pu voir en forme de voyance ou de pouvoir psychique, à chaque fois j'arrivais à l'expliquer, soit par des trucages, ou alors très souvent par en fait une intuition et un développement de techniques psychologiques, mais que la personne a développé d'une manière inconsciente. Et ça nous arrive. Nous avons tous parfois, on connaît tous la personne qui au lycée était super bonne en maths par exemple, qui avait une bonne intuition. Bah, c'est aussi un don entre guillemets. Et ça c'est pareil, il y a énormément de personnes qui ont une bonne intuition des personnes, et du coup qui croient qu'ils ont un don. Et donc, ils se prétendent étant voyants, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de choses que moi, avec du travail, je ne pourrais pas faire. D'accord. Vous êtes issu de Centrale, Paris. Hein. La tête de vos profs, quand vous leur avez parlé de mentalisme. Alors, comme c'est une émission, un podcast auditif, je ne peux pas refaire la tête, mais disons que c'était une grosse bouche bée. Vous pouvez la décrire. Oui, c'est ça, une grosse bouche bée. Une grosse bouche bée. Mais avec beaucoup de curiosité et de bienveillance quand même.
dans le sens où mes profs, lorsque je leur parlais de ça, c'était plus de la curiosité que du choc. Et c'est un peu quelque chose que j'essaye beaucoup de développer aussi, de mélanger le mentalisme avec l'ingénierie. C'est la raison pour laquelle je fais aussi des formations en entreprise. Et en leur apportant ça de cet angle-là, ils ont commencé à voir la chose d'une autre manière. Maintenant, ce qui est très intéressant avec les ingénieurs, que ce soit les profs ou même les étudiants, c'est il y a, disons, on est cadré pour tout résolver. On voit devant nous des problèmes et on a envie de donner du sens. Oui. Et parfois, ça fait du bien d'être devant des choses qui sortent de notre compréhension. Mhm. Et c'est un peu le cadeau que j'ai fait à, aux gens qui sont venus me voir à Centrale. C'est cette espèce d'ouverture de regarder, il y a plein de choses encore que vous ne pourrez peut-être pas comprendre. Ouais. Le problème du hors-sens, comment vous le continuez, vous, au quotidien? Les choses qui vous semblent complètement aberrantes. Ah, euh, alors, le hors-sens, j'ai différentes manières de le voir. Moi, en général, j'ai une approche très esprit critique sur les choses. Donc, j'ai tendance à m'expliquer, justifier et comprendre les choses avant d'aller dedans. Par contre, lorsque je vois des personnes dans le non-sens, dans le hors-sens, j'ai plus une approche d'essayer de comprendre pourquoi leur état d'esprit les a mis là-dedans. Et j'ai une approche très bienveillante du coup avec les personnes. Et je me rends compte très souvent que une personne qui est dans un hors-sens, très souvent, elle va être jugée par d'autres personnes en mode oh là là, c'est ridicule, ses croyances, etc. Mais très souvent, en fait, si nous on était à sa place, bah, peut-être qu'on serait arrivé avec ces mêmes croyances-là. Que ce soit juste le cadre familial, le cadre social, les choses qu'on a vues. Nous sommes définis par les choses qu'on voit, les choses qu'on écoute. Et on ne va jamais tout voir sur toute la Terre. Donc, Hmm. parfois, apprendre à comprendre la vie de la personne qui l'a amené à être dans ce cadre-là, Oui. finalement, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives et donc peut-être élargir aussi notre propre compréhension du monde. Alors, je vais décrire aux auditeurs votre tenue vestimentaire. Vous êtes avec un sweatshirt, avec vraiment un crâne gravé, hein, Mhm. et je me dis, c'est comme une vanité, quoi. Il y a quelque chose comme ça, un crâne humain, hein, euh, il est question quand même finalement de croyance, il est question de mort, peut-être de finitude humaine dans ce que vous faites sur scène. Question de dépasser quelque part notre finitude, notre condition. Euh, c'est ça dont il Oui, est absolument. question. Ça me rappelle une citation d'Albert Einstein que j'adore énormément. C'est le mystérieux et le plus beau sentiment que l'on peut avoir. C'est la source de tout véritable art et science. Et je pense que c'est totalement vrai. Cette recherche de l'émerveillement, finalement, trouver un truc qui nous transcende, bah, ça donne du sens à la vie et ça nous pousse à aller plus loin. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans énormément d'outils de développement personnel. Finalement, si on s'acharne à une tâche qui est à notre niveau, on va pas avoir beaucoup de gratitude. Alors que si on s'acharne à une tâche qui est au-dessus de nous et on sait on va jamais l'atteindre, il y a un but, il y a un objectif. Et c'est ça qui finalement me pousse dans la vie de tous les jours. Cet objectif impossible que j'essaie de tendre au fur et à mesure. Hmm. Et c'est ça le soft skill alors que vous essayez. Racontez-nous comment justement vous en parlez aux entreprises. Bien sûr. Donc le soft skills, c'est ce qu'on appelle les compétences douces. Donc contrairement aux maths, au management, à la finance, etc., qui sont des compétences dures, avec des équations, des problèmes, voilà. Les compétences soft, douces, c'est toutes les compétences qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne développe pas forcément à l'école. Comme par exemple la prise de parole en public, la communication et la gestion du stress, le management des personnes, etc., etc. Et malheureusement, ces outils-là sont en réalité les choses qui font que l'on réussit ou pas notre métier, juste pour la première étape, l'entretien d'embauche. Nous passons quasiment tous par un entretien d'embauche. On nous dit que ça va être notre parcours qui va définir la résultat, mais finalement pas du tout. C'est un entretien, on discute avec une personne humaine devant nous, et finalement c'est que notre capacité d'influencer et de raconter une belle histoire autour de nous qui va réussir à nous faire prendre ce boulot ou pas. Et donc l'idée c'est ça, c'est de développer des compétences qui pour moi devraient être apprises même à partir du collège. Donc le storytelling, quoi, envoûter, Absolument, c'est ça. Il y a envoûter son interlocuteur. envoûter son interlocuteur, même aussi le comprendre, comprendre ses besoins, savoir l'écouter. C'est des choses que l'on ne nous apprend finalement pas et qui peuvent nous sortir d'énormément de différents soucis. Je viens aussi d'un monde de l'improvisation théâtrale, j'en fais beaucoup.
Et ça nous apprend une chose très forte, c'est l'état d'esprit du oui et. C'est-à-dire, avant d'être dans le non ou le oui mais, c'est-à-dire trouver les petites failles, c'est d'abord accepter l'idée de l'autre, être dans un oui total, et ensuite ajouter comme une co-construction notre idée. C'est tout bête, mais on n'est jamais dans cet état d'esprit-là. Par exemple, lorsqu'on passe dans un entretien d'embauche, on se dit que la personne est adversaire. Lorsqu'on fait une négociation, on se dit que On va nous choisir, surtout. c'est ça, est-ce qu'elle va nous choisir ou pas? C'est elle nous contrôle. Alors Ouais. que l'idée, ça serait de l'écouter, de créer une connexion et ensuite de jouer sur des mots précis qui vont permettre de l'influencer et de l'envoûter, comme vous dites. Vous êtes en train de dire que c'est aussi devenir peut-être celui qui choisit. Absolument, Celui ou celle qui choisit. c'est ça. Et pas celui ou celle qui est choisi. C'est toute la différence. Exactement. On est maître, en fait, à 50%, disons, de notre communication et de notre parcours avec les gens. Un chiffre clé, nous passons 80% de notre temps vivant à communiquer avec quelqu'un. Et je trouve ça dingue que quasiment aucun temps de toute notre éducation n'est consacré à optimiser cette communication-là. Cela vous met en colère, cela vous consterne que les autres n'utilisent qu'une toute petite partie de leur cerveau, Taha Mansour. Vous qui Euh, passez votre temps à essayer d'utiliser d'autres zones. alors, je suis pas en colère contre eux, mais j'essaye en tout cas de faire changer cet état d'esprit-là dans la société. En fait, me mettre en colère ne servirait strictement à rien, et j'ai une approche très concrète des sentiments. Finalement, je peux être en colère tout seul, ça me fatiguerait juste. Donc je préfère utiliser cette énergie-là pour moi-même essayer de transmettre ces messages-là en entreprise, mais surtout en école. Et donc je commence à lancer de plus en plus de formations pour des personnes de plus en plus jeunes. Et ça me fait extrêmement plaisir. Des apprentis mentalistes. Des apprentis mentalistes, absolument. C'est ça. À Poudlard. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, ils vont venir et ils vont faire du public. Non, je rigole. Le but, c'est de leur donner des outils qu'ils pourront Ouais. ensuite réutiliser toute leur vie. D'accord. Mais alors, il y a quelque chose d'inné quand même. Alors, je pense que oui, je ne pense pas forcément d'une manière psychique, et si c'est le cas, alors peut-être que je me trompe, mais la manière dont moi je le vois, c'est plus, c'est comme une forme d'art, c'est-à-dire qu'il y a une part de talent peut-être, et le talent vient d'une passion, d'une envie de creuser, de travailler des heures et des nuits sur quelque chose qui peut-être va pas aboutir Oui, avant mais c'est plusieurs. un peu ce Oui, que vous disiez alors auparavant. Ces compétences sont peut-être chez chacun d'entre nous complètement entravées par une société hyper rationnelle c'est ça. qui nous aveuglerait en permanence. Absolument. Et du coup, l'idée, c'est à nous de travailler pour les faire ressortir. Nous sommes, et vous parlez de l'aveuglement, c'est totalement vrai. Les outils et les biais cognitifs, surtout tous ceux axés autour de l'attention et de la création d'addictions, ben, nous vivons là-dedans. Lorsque nous prenons le métro, nous avons tellement de différentes fiches de marketing autour de nous. Lorsque nous allons sur YouTube et sur Instagram, sur TikTok, il y a des psychologues qui travaillent précisément pour rendre ces applications addictives. Je trouve ça aberrant, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, effectivement, nous sommes... Qui sont grassement payés. Qui sont très grassement payés, oui. Mais du coup, nous sommes aveuglés par la société. Et je pense que c'est très important à l'éducation de nous enseigner dès le plus jeune âge comment, certes, utiliser ça, savoir que nous vivons dans ce genre de monde, et ensuite utiliser ces compétences-là, mais peut-être pour notre bien. Mais à l'inverse, je me fais l'avocat du diable, là, il y a aussi un business du mentalisme. C'est-à-dire, vous parlez d'un point de vue Bah, spectacle ou... Oui, enfin, il y a quand même des gens qui jouent aussi beaucoup de ça, qui usent la corde, quoi. Moi, j'ai vu votre spectacle, j'ai été assez épaté de voir que parfois, enfin, il n'était pas question quand même. La communication mentale dépassait quand même vos cinq sens, quoi. Je me souviens, vous deviniez le prénom d'une personne dans la salle. Et de la sœur de cette personne, et vous disiez ce qu'elle faisait dans la vie. Enfin, ce sont quand même des choses qui dépassent cette idée de ce dont vous parliez tout à l'heure, l'influence, l'intuition. Alors, je vais revenir sur quelque chose d'assez marrant. Vous parlez des cinq sens. En fait, on en a beaucoup plus. Nous avons, en moyenne, là, je crois qu'il y a jusqu'à 21 sens qui ont été affirmés et on les a tous. Comme par exemple, la proprioception, savoir où nos membres de notre corps sont sans les regarder. La thermoception, juste ressentir la chaleur sans la toucher, etc. Et nous avons aussi un autre sens qui est très peu parlé, dont j'ai oublié le nom, mais qui est reconnaître si nous sommes observés ou pas, sans forcément le voir. Oui, Voilà, c'est un vrai sens, on l'a tous.
et on Comme nous... avoir des yeux derrière la tête, quoi, comme les Absolument. mouches. C'est ça. Oui. Et on le ressent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui est avec nous dans la salle, finalement, il y a peut-être une connexion entre différents êtres vivants qui font qu'on crée cette connexion-là. Oui, mais alors, c'est une chose, effectivement, par exemple, de deviner quand on est. Bon, je Oui. décris un petit peu votre spectacle, mais quand vous avez la personne, effectivement, à côté de vous et vous remarquez, donc vous êtes attentif à tous les gestes, c'est ça, quand même, une partie du mentalisme, Absolument. c'est être particulièrement attentif, comme une conscience aiguë de qui on a en face. Mais ça, c'est une chose, mais c'est autre chose de deviner qui est sa sœur. C'est pas Oui. la même chose. Alors effectivement, ce n'est pas juste, je ne peux pas dire que c'est juste de la réception d'informations, il y a un mélange de différentes choses qui sont utilisées, différentes techniques, et l'une d'entre elles, c'est savoir créer des processus de détection d'informations tout en les rendant totalement invisibles aux yeux du spectateur. Et ça, c'est quelque chose que notamment beaucoup de voyants font. Lorsque un voyant va créer une routine, il va ressentir le nom de la grand-mère décédée d'une personne, va lui dire ce qu'elle faisait, bah, c'est exactement ce que moi j'utilise comme technique. Et ce qui se passe, c'est que il y a effectivement être attentif aux personnes, il y a de l'intuition, c'est-à-dire que j'ai passé tellement de temps à regarder, à observer et à apprendre des gens que lorsque je vois une personne, j'ai forcément une intuition derrière. Elle n'est pas forcément vraie tout le temps, mais elle existe. Et après, il y a beaucoup de techniques qui me permettent de recevoir des informations de la personne. Finalement, la personne me donne des informations secrètes sans que elle s'en rende compte, ni que le Ni public... le public. Absolument. Je peux vous dire. Alors là, et elle vous a donné, donc cette personne vous a donné des informations sur sa sœur. C'est ça, sans qu'elle s'en rende compte. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et moi, Ouais. je les recherche et ensuite je les mélange avec l'intuition que j'ai sur elle et finalement ce que j'observe sur elle. Et c'est ce mélange subtil qui crée cette espèce de côté un peu transcendant, de véritable connexion avec la personne. C'est quoi un faux mentaliste? Ah, c'est une bonne question. En fait, je pense Il qu'il y y a... en a ou pas? Je pense pas. Il y a tellement de différentes définitions de mentalisme aujourd'hui, et même en discutant avec plusieurs amis mentalistes de ma part, chacun a sa propre définition. Donc je pense qu'on on est tous des faux mentalistes aux yeux de l'un des autres. Ah bon? En fait, certains le voient d'un point de vue psychologique, d'autres le voient d'un point de vue spectacle. Tout dépend de la manière dont on approche la chose finalement. Euh, Peut-être, par rapport à ma définition, mais ce sera totalement subjectif, peut-être un faux mentaliste, ça serait quelqu'un qui utiliserait comment dire, des trucages et des techniques non pas pour le divertissement final, mais pour enseigner des choses fausses par rapport à comment faire. Exemple très concret, si par exemple moi je devinais une action que vous y allez faire en utilisant une certaine méthode, et ensuite je lui dis bon, je vais vous l'apprendre, et je suis dans un cadre entrepreneurial, etc. Et là, je vous enseignais autre chose, mais qui ne marche absolument pas, en vous faisant croire que ça marche. Et là, on revient à ce qu'on mentionnait juste avant, c'était le pouvoir par la magie. Et ça, malheureusement, je l'ai vu parfois, et on le retrouve aussi juste dans les métiers des soft skills. Énormément de personnes sont des charlatans et racontent n'importe quoi, juste parce que ça crée des sous, parce que ça leur donne une position de pouvoir. Et pour moi, ça serait ça le faux mentaliste. Ça serait faire des fausses démonstrations, mais non pas pour un but de divertissement, de spectacle ou d'émerveillement, mais à la fin ensuite retirer de l'argent en disant « Tenez, je vous apprends quelque chose », alors que l'apprentissage est totalement faux. Voilà. Bien. Et ma dernière question, Taha Mansour, le podcast que je présente aujourd'hui s'appelle Un ciel superbe. J'aimerais savoir si vous croyez en Dieu déjà, vous. Oui, je crois en Dieu, je suis musulman. Oui, vous êtes musulman. Et comment se manifeste-t-il ce Dieu au quotidien pour vous? J'ai une approche très scientifique à la religion. C'est la raison pour laquelle je suis musulman aussi, c'est que l'islam me permet de mélanger la science et la religion d'une manière avec laquelle je suis à l'aise. La manière dont je le vois, c'est effectivement, on peut le ressentir un peu partout. Et l'approche scientifique vient d'un côté de finalement Dieu est une explication à certaines choses que la science n'explique pas, et en même temps est en accord avec beaucoup de choses que la science développe aujourd'hui. Et donc finalement, je le vois comme un modèle, peut-être le terme modèle est mal utilisé, une théorie scientifique
qui nous est utile parce que moi, ça me donne énormément de conviction. Les moments où, par exemple, je me sentirais mal, ça me donne un état d'esprit positif. Finalement, on apprend à... tout ce qui est mauvais dans la vie, c'est finalement un test. Donc du coup, il faut se mettre à fond pour dire on va ressortir meilleur. Et tout ce qui est bien, c'est un don de Dieu. Et que ça soit vrai ou faux, c'est un état d'esprit qui, moi, m'aide beaucoup. Parce que ça me permet d'avancer dans la vie en surpassant des étapes. Et c'est ce qui m'a créé un état d'esprit positif, dans le sens où il n'y a aucune situation que j'ai vécue qui m'a vraiment... sauf une où je me suis vraiment questionné et ensuite j'ai changé d'état d'esprit. Mais à partir il y a quelques années, là, il n'y a aucune épreuve, disons, que je la sens comme subite. Et n'importe quelle épreuve que je passe, je me dis, ok, c'est cool, c'est un test, c'est un challenge, voyons voir comment je vais... Donc il y a un rapport entre une sourate et une leçon de mentalisme. Non, et c'est un peu ça, un peu en quelque sorte. Ouais. Il y a le premier verset qui a été marqué dans le Coran, c'est Iqra, qui veut dire lis, et dans le sens apprends, enseigne-toi, renseigne-toi. Et c'est quelque chose que je vis avec tous les jours, c'est ce côté apprends en plus. Merci beaucoup Tarmansou d'avoir été l'invité d'un ciel superbe. Je rappelle votre spectacle, L'effet papillon, à la Comédie Saint-Michel. Oui. Allez le voir vraiment si vous souhaitez passer un vrai moment de mentalisme, un captivant, fascinant, hypnotique. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à Adrien à la réalisation, à Pénélope Pantalacci à la production, à Yves Alexandre Julien à la programmation de ce podcast. Je vous dis à très vite.